Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Cette semaine, à La Santé au-delà des mots, je reçois M. Étienne Fissette, qui est directeur de l'exploitation des tissus humains à Héma-Québec. La semaine du 19 avril 2026 est la semaine nationale du don d'organes et de tissus. L'occasion rêvée pour discuter avec M. Fissette de ce qu'est Héma-Québec. Et comme vous allez le comprendre, Héma-Québec, c'est beaucoup plus qu'une banque de sang. Je vous invite donc à écouter cet entretien fort intéressant avec cet expert pour comprendre tout ce qui entoure le don de tissu et également pour comprendre l'importance de donner. Bonne écoute. Étienne, bon matin. Bonjour, Dr Gagné. Comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. La semaine prochaine, c'est la semaine nationale du don d'organes et de tissus. C'est le bon acronyme? C'est le bon acronyme, c'est parfait. Donc, à chaque année, on souligne l'importance du don d'organes et de tissus. Et là, vous êtes directeur de l'exploitation des tissus humains chez Héma-Québec. Exactement. Vous êtes à l'emploi d'Héma-Québec depuis 20 ans? 20 ans maintenant, 2006, oui. Puis formation en microbiologie et en administration. Exactement. Combiner la science et l'administration, la gestion. Excellent. Donc, on est ici pour parler d'Héma-Québec. Je pense que si je lançais un message clé comme hôte, c'est de dire qu'Héma-Québec, c'est plus qu'une banque de sang. Est-ce qu'on pourrait peut-être déjà, annoncer nos couleurs? Absolument. Donc, un volet bien méconnu d'Héma-Québec. Héma-Québec est assurément bien connu pour ses collectes de sang un peu partout dans la province, mais la banque de tissus, c'est un petit peu plus obscur, mais ça joue un très grand rôle pour la population. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai eu le plaisir de faire certaines des balados avec des gens qui ont reçu des transplantations, donc pulmonaires, hépatiques, mais également avec notamment la famille d'une jeune femme qui était décédée accidentellement avec son copain dans la vingtaine, puis Madame Tivierge, puis qui avait des enfants, il y a eu un don de tissu. Puis ça m'a donc amené un peu à connaître tout ce volet-là. Donc, parlons-en, alors fait plaisir. Alors moi je le savais, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Donc, mais si on parle d'abord de tissu humain, on parle de quoi le tissu humain, disons? Bref, les tissus humains, ce sont des structures anatomiques, vraiment des tissus là, qu'on va prélever chez des donneurs décédés, donc en arrêt cardio-respiratoire, jusqu'à 24 heures suivant leur décès. Donc, quand on parle de tissus humains, là, on va parler des cornées, de la peau, des os, des tissus vasculaires, le cœur pour la préparation des valves, puis une multitude de tissus maintenant qui sont prélevés à des fins de greffe.
Donc, c'est bien différent du don d'organes à plusieurs égards, notamment parce que, justement, on peut banquer ces tissus-là. Donc, une fois qu'on les a prélevés, la plupart se conservent là, des années, contrairement aux organes qui doivent être transplantés là, immédiatement suivant le prélèvement. Et il n'y a pas l'enjeu là, pour le prélèvement, disons, vraiment le don de cœur, poumon, foie, de prélever l'organe dans les conditions optimales. Parfois, le patient est en mort cérébrale. Il faut toute fin pratique, prélever l'organe dans certains cas quand le patient est encore en vie ou vient de décéder là, dans les minutes suivantes. Le don de tissu, on n'est pas là du tout. Là. On n'est pas là du tout. On a le temps de... le temps, je dirais, c'est bien relatif, mais disons qu'on a quelques heures pour organiser toutes les étapes qui vont mener au don. L'autre distinction aussi, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité entre donneur et receveur. C'est quand même intéressant. Ouais. Donc ça nous permet justement de prélever des tissus, de les banquer, puis de les rendre disponibles pour des patients sans avoir à soucier à un appariement HLA, par exemple. C'est ça. C'est pour ça qu'on entend parfois les gens dire, on va entendre des familles de donneurs dire mon conjoint, mon enfant est décédé, ça a permis de changer la vie de 5, 10, parfois 12, 15 personnes ont été touchées par le don d'une seule personne. Tout à fait. C'est important de le dire, ça, je pense. Oui. Hein? Oui. Et le rôle d'Héma-Québec dans tout ça, donc on disait c'est plus que du sang. Qu'est-ce que... On pourrait parler, j'imagine, de cette question juste ça pendant 2 heures, mais qu'est-ce qu'Héma-Québec fait concrètement dans cette chaîne-là qui part de la famille, du donneur, puis qui se rend jusqu'au patient là, qui a besoin de tissu? Bien, Héma-Québec est vraiment un rôle central dans le domaine des tissus humains au Québec. On est vraiment une banque de tissus, là, je dirais, qui assume toutes les fonctions, qui va de l'identification, sensibilisation, formation du personnel à reconnaître et à recommander un donneur potentiel de tissu. Ensuite, Héma-Québec s'affaire à qualifier sur le plan médical le donneur, de prélever les tissus, de les évaluer, tester le donneur, les banquer, faire finalement une vérification sur le plan de la qualité avant de les rendre disponibles pour les patients. Donc, on est je dirais, une banque de tissus là, qui assume toutes les fonctions, là, de l'identification jusqu'à la distribution des tissus. On a souvent certaines idées en tête. Quand on parle souvent de greffe de cornée, par exemple, ce sera un exemple, ça, je pense, de gens qui vont bénéficier d'un don de tissu. Oui. Y a-t-il d'autres exemples? Là? Vous parliez de valves, oui, mettons. Absolument. Donc, il y a plusieurs tissus. Là. Héma-Québec va prélever différents tissus pour différents besoins. La cornée est un bon exemple. Là. Il y a environ 1000 patients, bon à mal an, au Québec, là, qui vont bénéficier d'une greffe de cornée. Donc, Héma-Québec s'assure là, d'identifier les bons donneurs, de prélever les cornées, de les préparer, parce que une distinction aussi, je dirais, avec la greffe de tissu, c'est que les tissus sont vraiment transformés ou préparés. Okay. Donc, décontaminés, évidemment, s'assurer qu'ils sont exempts de micro-organismes inacceptables. On va par exemple, la cornée va être pelée parce que on greffe de moins en moins la cornée en entier. Okay. On va greffer des couches de la cornée. Donc, il y a une préparation qui est faite par des spécialistes qui vont s'assurer d'aller préparer le greffon dans des conditions adéquates et les rendre disponibles aux chirurgiens. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On prélève la peau pour le traitement, évidemment, des grands brûlés. Et les os, maintenant, sont transformés de différentes façons pour différents besoins en chirurgie orthopédique. Okay. L'exemple que j'ai en tête dans mon domaine, en fait, connexe un peu en chirurgie vasculaire. Parfois, mes collègues vont utiliser des aortes de cadavériques. Est-ce que je me trompe? C'est ça? Hein? Okay. Oui. Okay. Souvent, je vous dirais, évidemment, c'est loin d'être ma spécialité, mais je comprends que dans des cas d'infection, de protège, c'est ça, on va recourir aux tissus humains qui sont, je dirais, plus résistants, je dirais, à l'infection. Okay. Donc, aorte thoracique, abdominale, carrefour, aorte iliaque, des artères fémorales. Donc, il y a une multitude de tissus qui seront Je croirais entendre un chirurgien. Vous avez toute la bonne nomenclature. Je ne vais pas mettre... il y a certaines contre-indications, évidemment, du point de vue du donneur, là, certaines infections, des choses comme ça. Oui. En termes d'âge, est-ce que je me tromperais en disant qu'il n'y a à peu près pas d'âge pour donner Oui, on a des paramètres d'âge qui évoluent au gré, je dirais, de nos connaissances et de la littérature scientifique et des pratiques.
Donc, généralement, là, je vous dirais, là, on vient de rehausser justement le critère d'âge pour le don de tissu cardiaque, qui est passé de 60 ans à 70 ans. Donc, pour vous dire là, qu'on suit justement l'évolution de la science à cet effet, puis il y a toujours un enjeu aussi de bassin de donneurs. Hein, évidemment, heureusement, je dirais, les gens décèdent de plus en plus âgés, pour la plupart. Donc, si on vise des donneurs très, très jeunes, bien évidemment, on peut manquer de donneurs pour les besoins des patients de la population. Donc, il faut trouver cette fine équilibre-là entre la qualité des tissus, la disponibilité, je dirais, de ces tissus-là pour le traitement des patients. Vivez-vous des pénuries, comme on peut entendre parfois pour les dons d'organes, vraiment, on va dire des gens qui décèdent sur des listes d'attente, par exemple de greffe cardiaque, ou est-ce que pour les banques de tissus, c'est moins un enjeu compte tenu peut-être d'une plus grande disponibilité? Bien, je vous dirais que la pression est quand même forte à identifier des donneurs de tissus cardiaques, préparer des valves cardiaques qui ont les bonnes caractéristiques pour répondre aux besoins des patients. Par exemple, de nos jours, là, il y a un engouement très fort pour ce qu'on appelle la procédure de Ross, là, qui consiste, vous connaissez, là, on va chercher la valve pulmonaire, on la met en position aortique, puis on remplace par une homogreffe pulmonaire. Et on cherche des valves de grand diamètre, là, 27, 28, 29 mm, 30 mm. Donc, évidemment, les chirurgiens cardiaques ont des besoins spécifiques en termes de diamètre de valve. Bien, nous, notre rôle à Héma-Québec, c'est de trouver des donneurs, identifier des donneurs qui, justement, vont nous permettre de fournir aux chirurgiens la valve du diamètre approprié pour leurs patients. Donc ça, c'est un exemple. Donc, pour répondre, il n'y a pas de gens qui meurent sur des listes d'attente, mais il y a quand même un enjeu de s'assurer de matériel de qualité autant opportun. C'est ça, exactement. Quand même. J'ai appris des choses en préparant l'entrevue. D'abord, j'ai appris une profession dont j'ignorais l'existence, qui est on va dire, le spécialiste certifié de banque de tissus en français, CTBS en anglais. Qu'est-ce que c'est si vous me présentiez cette profession? Bien, c'est une accréditation c'est une reconnaissance de l'expertise de notre personnel. Une banque de tissus humains, c'est unique. Hein? On est la seule banque de tissus humains au Québec, puis il y en a quelques-unes au Canada comme nous. Donc, le métier, je dirais, la profession de spécialiste en tissu humain s'apprend de par les pairs beaucoup. Donc, c'est une transmission de savoir entre les plus anciens envers les nouveaux. Et la certification, c'est vraiment un cursus de formation et un examen qui certifie que le personnel est compétent et spécialisé dans le prélèvement, le traitement des tissus humains pour la greffe. Quand même. Puis, ça peut venir de toute origine. J'ai vu ça peut être un thanatologue, ça peut être... Exactement. Donc, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de formation académique qui va préparer adéquatement. Donc, il y a des gens de différents horizons. On a des gens, justement, des thanatologues, des gens avec un parcours plus en soins infirmiers, et même des scientifiques, là, biologie notamment. Donc, des gens avec des horizons, des parcours. Puis, ça fait une équipe aussi diversifiée avec des forces, des compétences. Puis, Héma-Québec, on s'assure d'entreprendre la formation des nouveaux arrivants. Et je dirais que c'est une formation qui se donne sur plusieurs mois et voire années avant d'avoir quelqu'un de pleinement formé, compétent sur différents aspects de la banque de tissus. L'IM Santé est fière de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà.
Avez-vous parfois des gens ou des familles qui vont consentir aux dons, mais seulement de certains organes, pour des raisons parfois là, personnelles? Ils vont dire, par contre, je consens au prélèvement du cœur pour les valves, mais pas les yeux. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Puis, Okay. au Québec, on respecte absolument les volontés de la famille, les volontés du défunt lorsque c'est fait de son vivant. Oui. Alors, oui, au Québec, on va respecter ça, puis c'est une décision qui appartient. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là du point de vue de la famille. Donc. Non, pas d'inquiétude à y avoir. Okay. Donc, on s'assure un autre message important. Que la volonté là, des proches là, est respectée. Oui, respectée absolument. Ouais. On parlait tout à l'heure de la capacité de prélever donc jusqu'à 24 heures après le décès. Oui. Est-ce que ça nécessite quand même que le patient décédé soit dans des conditions particulières où on pourrait 12 heures après le décès décider « Ah, c'est vrai, ouais. Monsieur X avait... ou la famille arrive un petit peu plus tard, on peut arriver. Finalement, on consentira au don d'organes. Ouais. C'est pour parler vraiment au niveau là, de la logistique hospitalière, est-ce qu'on pourrait dire, mais non, tu sais, monsieur est décédé hier, là, il est à la morgue hospitalière, est-ce qu'on peut prélever à ce moment-là? Ou... Oui, on peut prélever. Je vous dirais, sans entrer dans les technicalités, là, mais la règle générale veut qu'on peut prélever jusqu'à 24 heures, mais un élément important de notre travail, c'est la conservation du corps en attente du prélèvement. Okay. Donc, lorsque, évidemment, on sait, là, le corps va se dégrader quand même rapidement suivant le décès. Donc, lorsque la personne, est conservée là, à la morgue, réfrigérée, ça nous donne un peu plus de temps pour agir que lorsque la personne n'est pas conservée à la morgue à des conditions adéquates. Donc ça, c'est une technicalité, je vous dirais, mais qui est quand même importante parce que c'est une course contre la montre lorsque le décès survient, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont nécessaires pour mener à un prélèvement de tissu. J'avais la notion, vous me corrigerez, qu'un des gros enjeux dans le don d'organes et de tissus, c'est souvent d'identifier le donneur. Ça se passe à l'hôpital, ça. C'est peut-être un des autres messages clés d'aujourd'hui, de dire le personnel clinique ou autre, là, d'être sensibilisé peut-être à ça. Là. Donc, c'est pas tout le temps quelque chose qu'on a en tête. Non, puis, mais parfois, le contexte est dramatique. Je vous disais, du point de vue clinique, parfois, les cliniciens vont peut-être parfois être mal à l'aise. Il vient d'avoir un décès subi. Il y a 2 secondes, on traitait la patiente là, ou le patient. Là, on a un décès. Parfois, des fois, un malaise d'aller voir la famille, puis la prochaine discussion qu'on a, c'est de discuter de dons d'organes et de tissus, mais c'est important de le faire. C'est très important de le faire. C'est le point de départ. Je vous dirais, c'est le point de départ. Au Québec, évidemment, oui, on a des mécanismes, on essaie. C'est notre principal défi, d'être informé, notifié des décès qui surviennent. Les décès surviennent partout dans la province, dans différents milieux. Mm-hmm. À l'extérieur des centres hospitaliers, dans les centres hospitaliers, dans les maisons de soins palliatifs, à domicile. Donc, c'est vraiment notre défi, nous, à Québec, d'avoir des mécanismes, d'avoir des partenaires qui vont nous permettre d'identifier des décès récents, qui ensuite nous amènent à faire les démarches qui vont mener au don. Fait que, bref, pour vous dire qu'on a différents mécanismes, on essaie de... Par exemple, je vous dirais dans les dernières années, on s'est rapproché du bureau du coroner, on a formé une belle alliance. Donc, les coronaires sont informés des décès, lorsque les circonstances se présentent, le décès est rapporté au bureau du coroner. Puis nous, maintenant, on travaille de pair pour être tout de suite informés des décès qui sont rapportés au bureau du coroner. Puis ça nous permet d'entrer en contact avec le coroner, la famille, puis procéder au don. Ça, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup, à votre question, il y a beaucoup de décès qui surviennent dans les milieux de soins. Et évidemment, là, la collaboration, la participation des professionnels soignants est importante. Ouais. C'est ça. On sait que je ne travaille pas dans ce secteur-là, mais la notion que j'ai, là, pour faire peut-être comparer organes et tissus, lorsqu'on parle de dons d'organes, il y a des milieux hospitaliers pour lesquels c'est très lourd de garder un donneur en vie de façon artificielle, dans l'attente du transfert ou du prélèvement des petits milieux de soins. Ça peut monopoliser
une grosse partie des ressources aux soins intensifs. Dans le don de tissu, on n'est pas là du tout. Donc, dans le don de tissu, on n'est pas là. En termes de là. lourdeur clinique, c'est beaucoup moindre. Là. Au niveau clinique, oui, en termes d'infrastructure, d'occuper des... Oui, on n'est pas là. Par contre, je ne veux pas sous-estimer le fardeau que ça amène à certains professionnels de faire cette approche-là puis d'engager la discussion avec eux. Tout à fait. Donc, oui, c'est possiblement un élément qui fait en sorte que tous les décès ne sont pas rapportés à Héma-Québec. Donc, cette aisance d'aborder la question avec la famille, puis évidemment, on ne souhaite pas que les professionnels soignants aient une discussion approfondie sur le don de tissu, mais seulement puissent nous mettre en relation avec la famille. C'est ce qu'on recherche. Donc, nous ouvrir la porte pour qu'à Héma-Québec, on puisse entrer en discussion avec la famille, apporter toutes les explications nécessaires pour que la famille, les proches puissent prendre une décision éclairée sur leur volonté d'aller de l'avant avec le don de tissu. C'est ça. En préparant notre entrevue, je regardais un peu les chiffres. Là, on veut pas, ce ne sont pas des statistiques dont on veut parler pendant une heure, mais j'avais retenu jusqu'à 40%, disons, des décès qui surviennent au Québec pourraient ouvrir la porte à un don de tissu. Est-ce que c'est le bon chiffre? Oui, bien, c'est une évaluation basée sur nos données. Pour des raisons, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, là, plutôt, le critère d'âge est un critère d'exclusion. Évidemment, l'historique médical et social de la personne décédée, c'est important parce qu'à Héma-Québec, on va s'assurer que la personne n'est pas infectieuse au moment de son décès, qu'elle n'est pas souffrante d'une pathologie qui pourrait amener un certain risque au receveur. Donc, lorsqu'on enlève tous ces paramètres-là, ces critères d'exclusion-là, ben, on arrive à la conclusion qu'à peu près 40% des gens décédés pourraient donner un ou plusieurs de leurs tissus. Donc, ça fait quand même beaucoup de donneurs potentiels, ça, au Québec. On parle de 80 000 décès, peut-être même plus. On parle de 30 000 personnes qui pourraient donner leur tissu. Et sur ces 30 000-là qui sont identifiés, disons, ou qui sont potentiels, combien vont vous être signalés ou avec compte? Donc, si on descend l'échelle, là... Oui, variable, je dirais variable d'une année à l'autre. Je vous dirais qu'il y a 5 à 7 000 décès qui nous sont recommandés par nos différents partenaires, là, donc les professionnels, les centres hospitaliers, les maisons de soins. 5 à 7 000 donneurs recommandés annuellement. OK, quand même. Ouais. Puis j'avais cru comprendre que c'est pas du tout pour faire la promotion de l'aide médicale à mourir, mais c'est une clientèle aussi, ou c'est une sphère de patients qui peut-être même manifeste un certain intérêt par rapport à absolument. au don d'organes compte tenu du contexte. Nouvelle réalité. C'est relativement nouveau, l'aide médicale à mourir. Donc, nous aussi, on s'adapte à ça. Les professionnels de la santé aussi s'adaptent à cette réalité-là. Et ce qu'on voit, c'est que le don de tissu est important pour plusieurs. Le don de tissu là, donne du sens, donne des fois un baume, là, met un baume sur une situation dramatique. Donc, le don de tissu est important. Puis, ce l'est aussi pour les gens qui sont dans leur dernière journée. Et donc, nous, notre rôle présentement, c'est comment on peut s'arrimer à ce soin de fin de vie-là qui est donné. Donc, on travaille fort à trouver comment on va s'inscrire dans ce parcours-là, finalement. Donc, on n'a pas... je dirais qu'on n'a pas trouvé encore la façon parfaite de s'arrimer, mais on travaille fort avec différents collaborateurs pour trouver une façon là, de s'inscrire qui fait du sens dans le parcours, dans ce soin de vie-là. Je comprends. Ouais. Donc, c'est définitivement un élément important pour notre mission. Puis, on va continuer de travailler sur cet arrimage-là là, qui est nécessaire. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins.
de la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Le fait que vous soyez le seul distributeur de tissus humains, là, ça n'a pas toujours été le cas, si je ne m'abuse, mais ça, j'imagine que ça facilite les choses. Là, Il n'y a pas de compétition. Là. Je pourrais imaginer aux États-Unis, par exemple, qu'il y a des banques privées ou toutes sortes de choses. Là. Pour vous, là, que j'imagine que c'est plus simple. Puis comment on se compare, disons, par rapport... Avez-vous des comparaisons avec d'autres systèmes en termes d'efficacité ou de... Oui, ben c'est un bon point. En fait, Emma Québec, on est un organisme public, là. On est un OBNL, donc Emma Québec n'est pas là pour rechercher faire de l'argent ou des profits, donc c'est vraiment pas notre mission première. Mm-hmm. Notre mission première, c'est de s'assurer de fournir aux patients tous les produits biologiques dont ils ont besoin. Okay. C'est vraiment notre mission première. Puis le mandat de distributeur exclusif de tissus, ben c'est plus dans une volonté de venir encadrer la sécurité, la traçabilité des tissus qui sont utilisés dans le réseau de la santé. Vous avez vu juste là, auparavant, les établissements pouvaient s'approvisionner auprès de banques de tissus, que ce soit à Québec ou que ce soit à l'étranger, particulièrement, majoritairement aux États-Unis. OK. Donc, puis le don de tissus, malgré qu'il soit très sécuritaire, il demeure des risques associés à la greffe de tissu. Ils ne sont pas fréquents, mais néanmoins, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les nier. Mm. Donc, il y a des risques qui proviennent évidemment de l'historique médical. Un patient, une personne décédée qui est infectieuse au moment de son décès, on prélève des tissus, bien évidemment, ça amène un risque pour le receveur. Les risques associés au traitement des tissus, donc on parle de décontamination, de stérilisation, ce sont des procédés qui rendent les tissus plus sécuritaires. Et finalement, il y a la robustesse de l'organisation qui gère ça. Donc évidemment, Emma Québec vient encadrer ces trois familles de risques-là, que ce soit avec nos produits, nos tissus qu'on va prélever, transformer, distribuer, mais aussi de par les fournisseurs qui viennent complémenter, je dirais, ou compléter notre portefeuille de tissus nécessaires pour le traitement des patients. Okay. Donc, on vient s'assurer de la qualité des fournisseurs. On les encadre sur le plan, on les audite, on les inspecte. Et on maintient une traçabilité, je dirais parfaite, très, très, très haute pour pouvoir agir advenant le cas où il y aurait un effet indésirable associé avec un type de tissu. Écoutez, ça doit être extrêmement sécuritaire. Là. Comme le don de sang, d'ailleurs. Là, moi, je n'ai jamais vu un patient à 30 ans où j'avais la notion qu'il y avait un enjeu lié à un certain... avoir reçu là, des tissus humains. Donc, je présume que globalement, on pourrait dire que c'est extrêmement sécuritaire et que, deuxièmement, le bénéfice lié au fait de recevoir un don ou une greffe de tissu humain est énormément supérieur au faible risque engendré. Est-ce que c'est correct de dire ça? Oui, puis au Québec particulièrement, on peut être assuré là, de la qualité des tissus qui sont utilisés dans le réseau de la santé. Absolument. Par contre, on est encore témoin de cas d'infection rapportés suivant la greffe de tissu. Puis c'est là que la robustesse de l'organisation est importante. Via ces mécanismes de contrôle de la qualité, de gestion de la qualité, qui vient apporter cette sécurité-là. Donc la sécurité, je dirais, n'est pas
accidentelle, c'est parce qu'on met en place différents mécanismes qui viennent justement nous apporter ce haut degré de sécurité. Excellent. Là, est-ce que je comprends que vous n'allez jamais chercher des tissus à l'extérieur, c'est ça? Non, on va en chercher, évidemment. C'est quand même permis pour des cas exceptionnels. Non, je vous dirais, ça fait partie... Emma Québec, on a une expertise dans différents types, dans le traitement, dans le prélèvement et le traitement de différents types de tissus. On est clairement des experts dans différents types de tissus. Par contre, on n'a pas des fois la technologie, les savoir-faire, développer les procédés de transformation. Hein. Je vous dis, les tissus, là, je le souligne, là, de plus en plus, ils sont hautement transformés. Donc, les os peuvent être transformés en pâte, en gel, en granules, en fibres. Donc, ce savoir-là, on ne l'a pas nécessairement à Emma Québec. Et on doit s'assurer de répondre aux besoins des centres hospitaliers, puis on le fait en allant travailler, en travaillant avec des fournisseurs chez lesquels on va s'approvisionner, puis on va distribuer le tissu spécialisé à l'établissement pour la greffe. On parlait de grosseur, de greffe ou de valve cardiaque tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario où, complètement fictif où en Colombie-Britannique, on a un joueur de basketball de 7 pieds, 10 pouces qui a besoin d'une valve pulmonaire, puis là, il y aurait comme une recherche à l'échelle nationale. À l'échelle Québec dirait, écoutez, nous, on a une valve, on a la valve que ça vous prend, ça pourrait y avoir un certain échange ou une collaboration comme ça? Absolument. Mais je dirais, on le voit davantage à l'inverse. Okay. On le voit davantage, cette collaboration-là, avec les besoins en valve de petits diamètre pour le traitement des enfants. Ah, OK, quand même. Intéressant. Donc, les malformations congénitales. Donc, puis encore une fois, je le répète, mais fort heureusement, il y a peu de décès chez les enfants. Donc, les médecins font un excellent travail à cet effet. Mais par contre, il y a des besoins, hein, des jeunes personnes, des bébés qui viennent au monde avec des malformations. Et les hémographes cardiaques sont utilisés pour le traitement de ces malformations congénitales-là. Fait qu'il y a des besoins. Puis il y a une certaine rareté dans les hémographes. Puis ça s'est vu des jeunes patients en Colombie-Britannique, en Alberta, qui se tournent vers nous puis qui nous demandent est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on a un besoin particulier. Okay. Ouais. Okay. Je veux pas... c'est pas une question surprise, mais pouvez-vous savoir comment on se compare à d'autres systèmes de santé comme le nôtre, des systèmes publics? J'imagine qu'on a j'ose croire qu'on a un excellent système, mais comment on se comparerait, disons? J'imagine que vous regardez ce que les autres font absolument. Pour vous améliorer. Oui. On a un bon système. Au Québec, on a une banque de tissus dont on peut être fier, là, de par la volumétrie. Hein, on fait beaucoup de prélèvements. On serait capable d'en faire plus, mais on en fait déjà beaucoup. On a une bonne diversité de tissus qu'on sait prélever et transformer, ce qui n'est pas le cas ailleurs non plus. Donc, au Québec, on a cette chance-là d'avoir une banque de tissus qui est bien structurée, bien établie depuis 2001. Donc, on a une belle expertise. Puis, je vous dirais qu'on est chanceux dans un sens où, avec le mandat de distributeur exclusif, on a une vue complète des besoins. Mm-hmm. Puis, notre banque de tissus, maintenant, on est capable de travailler à minimiser les risques d'approvisionnement. Donc, les risques de rupture. Des risques de rupture. Donc, s'il y a un enjeu avec une disponibilité d'un tissu à l'externe, notre banque de tissus va venir en renfort pour s'assurer qu'on manque de rien pour nos patients. Donc, avec cette vision globale-là des besoins au Québec, on est capable de balancer justement le niveau d'activité de notre banque de tissus et le niveau de disponibilité des tissus sur le marché auprès des fournisseurs. Donc, ça fait un approvisionnement, qui est plus robuste. D'accord. Ouais. Je vous entends parler de notre banque de tissus, là, est-ce que c'est un seul endroit physique ou... Je parle de notre banque d'Emma Québec du Québec. Comme, disons, comment dire, la Banque centrale ou la Réserve d'or des États-Unis. Est-ce qu'on rentre à un endroit puis tout y est? Ou... Presque. OK. Presque, oui. Donc, faut savoir que les tissus oculaires peuvent être prélevés dans les milieux de soins. Okay. Donc, on a différents mécanismes, différentes structures. Donc, on a des préleveurs qui sont déployés même dans les centres hospitaliers, qui vont pouvoir faire une vigie des décès, prendre contact avec les familles, faire le prélèvement des tissus oculaires sur place dans les milieux de soins.
En ce qui concerne les autres tissus, là, la peau, les os, les tendons, on préfère réaliser ces prélèvements-là dans nos installations, dans un environnement qui est bien contrôlé, bien maîtrisé, procédure aseptique bien suivie. Donc, les donneurs vont être transportés dans nos installations, Okay. dans la ville de Québec, sur le campus de l'Université Laval. Ah, ben tu vois, je l'apprends. Oui, Okay. donc on travaille avec les transporteurs de maisons funéraires qui vont prendre en charge le transport, qui vont amener le donneur dans nos installations. Nos équipes sont sur place, on va prélever les tissus, puis ensuite, ils sont traités dans nos salles blanches, situées aussi à Québec. OK. Et les tissus seront conservés Ah, mais non, mais là, OK. à Emma Québec, Je Québec, le revois, ici. le bâtiment d'Emma Québec. C'est maintenant, ça. À côté de Place Sainte-Foy. Exactement. OK, là, je viens de me restituer. Est-ce que les hôpitaux gardent une certaine banque locale ou à toutes les fois qu'on a besoin d'un produit, on va contacter Emma Québec pour dire envoyez-moi une valve ou de la Les poudre établissements d'os, vont conserver une réserve minimale. D'accord. Je dirais. C'est approprié dans les circonstances. Ça leur selon le permet volume d'avoir d'activité, je me Exactement, l'agilité, de répondre aux urgences. OK. Donc, il y a une certaine réserve minimale qui est conservée dans les établissements, pour la plupart. Les centres avec un plus faible volume d'activité chirurgicale et de greffe de tissu peuvent demander un approvisionnement sur besoin, sur demande. Là. Je présume que chez Emma Québec, il y a un petit secteur recherche et développement. Oui. R&D, comme on dit. R&D. OK. Alors, qu'est-ce qui vous allume chez Emma Québec dans le moment, là, au niveau de la recherche ou niveau de recherche? l'innovation? Ouais. Des fois, c'est un petit peu... ça peut être synonyme à certains Ouais. égards, disons. Oui, on a une belle équipe de recherche-développement qui est en appui pour, des développements de produits, mais aussi des procédés de traitement des tissus. Présentement, OK. ce qui nous occupe, ce sont le procédé de décellularisation des D'accord. valves cardiaques. OK. Donc, les valves cardiaques décellularisées sont utilisées chez des patients plus jeunes, dans une perspective de réduire, je dirais, la réponse immunitaire, parce que quand on greffe une valve, on introduit du matériel biologique étranger, puis il y a une Tout à réponse immunitaire. Donc, la littérature porte à croire qu'en décellularisant les tissus cardiaques, on va minimiser cette réponse-là qui va peut-être retarder le phénomène de dégradation ou de rejet de la valve. OK, quand Donc, présentement, le Québec dépend d'un seul fournisseur américain. Donc, on essaie de devenir autonome. plus autosuffisant, je dirais. Puis, ça fait déjà quelques années. Puis, ce sont, évidemment, vous comprenez la nature critique des tissus cardiaques. Donc, on prend notre temps, s'assurer que le tissu décellularisé va être parfaitement sécuritaire pour le patient. Puis... C'est ça. Parce que la valve cardiaque, c'est un excellent exemple où on vise la longévité de la greffe, là, surtout chez les patients jeunes. Ouais. Vous me corrigerez, évidemment, ce n'est pas mon Ouais. domaine. Ouais. Puis l'autre élément majeur pour les gens qui connaissent moins, c'est l'intérêt de ne pas avoir une valve mécanique, c'est d'éviter l'anticoagulation au long Exactement. cours, en soi, qui est Exactement. c'est un fardeau de prendre une médication quotidienne, et deux, il y a des complications liées au fait d'être anticoagulé. absolument. Donc, pour avoir un patient qui a une valve humaine de qualité qui résiste à l'épreuve du temps, c'est un... Ouais. Comme on dit en bon anglais, c'est un game changer. Absolument. Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais particulièrement pour les jeunes dames qui sont en âge d'avoir des enfants, la prise anticoagulante. Jamais facile. Ben c'est ça. Donc le fait de recourir aux homogreffes, puis d'avoir une homogreffe qui va perdurer dans le temps, ben ça, c'est vraiment important pour les patients. Puis, particulièrement pour les jeunes patients qui devront subir des procédures de Ross à plusieurs reprises parce qu'ils grandissent, Le l'homogreffe ne patient grandit grandit, pas. tout à fait. Donc, on veut s'assurer d'avoir une homogreffe là, qui va durer le plus longtemps possible pour Retarder la retarder deuxième intervention. les révisions. Là, c'est Excellent. ça. Ouais. Écoutez, on a un système qui fonctionne extrêmement bien, mais dans votre esprit, je suis certain que ça a encore place à l'amélioration. Donc, si je vous donnais une baguette magique aujourd'hui, là, puis je vous laisserais changer quelque chose dans toute cette belle structure, dans le fond, qui vise à sauver et améliorer des vies, ce serait quoi? Ouais. Ben, on le sait. Tout est ouvert. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de compatibilité à proprement parler, les HLA, dans les tissus humains, mais il y a quand même une certaine forme de compatibilité dans le sens où les tissus qu'on prélève, qu'on traite et qu'on rend disponibles
doit répondre aux besoins des patients. Tu sais, essentiellement, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. On prélève des tissus pour redonner un patient en bout de course. Donc, on a des besoins, on parlait des valves, les diamètres de valves, c'est important. Tu sais, on veut avoir des valves de tous les calibres pour les enfants, les adultes, mais aussi, de plus en plus, on voit des greffes de cartilage. Donc, au lieu de changer l'articulation complète, on va aller chercher, on va remplacer du cartilage pour éviter des prothèses. Donc, il y a une certaine forme d'appariement entre les donneurs et les besoins de la population. Donc, tout ça pour vous dire que dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde consentisse aux dons pour qu'on puisse avoir ce choix de dire, ben, ce donneur-là va répondre à ce besoin-là. Donc, si j'avais une baguette magique, évidemment, j'aurais une visibilité complète sur les décès qui surviennent au Québec, puis je serais en mesure de dire, bien aujourd'hui, le meilleur donneur, en quelque sorte, pour répondre aux besoins de ce patient-là ou de ces patients-là, est toujours disponible. Ce serait celui-là. Okay. Donc, ce serait mon souhait ultime, c'est qu'on ait une population qui soit généreuse, évidemment, qui consente aux dons, et nous, d'Emma Québec, d'avoir cette vue complète. Mais évidemment, il faut être réaliste. On pourrait pas, assurément pas, traiter 30 000 recommandations. On ne pourrait pas prélever 30 000 donneurs. Tu sais, c'est pas réaliste de penser ça. Mais ça permettrait de choisir. Donc, notre défi, notre défi, c'est dans le futur, comment on va accroître l'identification des donneurs sans accroître le fardeau auprès des équipes soignantes. Parce que c'est du temps d'appeler, prendre le téléphone, parler à Emma Québec. On ne veut pas accroître le fardeau du personnel dans les milieux de soins. On ne veut pas accroître nécessairement inutilement le fardeau pour nos équipes à Emma Québec. Fait que c'est de trouver ces mécanismes-là qui vont nous permettre d'avoir une bonne vue sur les décès sans augmenter cette charge de travail indûment. Puis toujours être en mesure de répondre aux besoins de la population. Écoutez, ça fait un bon tour d'horizon. Donc, je reviens au début de notre entretien, que les gens comprennent bien que Emma Québec, c'est plus qu'une banque de sang. Donc, c'est un message clé. Puis, est-ce que j'oserais dire jusqu'à preuve du contraire que tout le monde est donneur potentiel jusqu'à ce qu'on ait peut-être étudié le dossier de la personne concernée. Donc, ça résumerait bien le message d'aujourd'hui. Oui, bien, ça résume très bien le message. La banque de tissus humains, c'est à peu près 70 personnes de très grande qualité qui font un travail exceptionnel au service de la population. Puis, cette mission-là, oui, on la porte à Emma Québec, mais on ne la porte pas seule. On la porte avec le réseau de la santé, avec le système, avec les professionnels. Fait que c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va rendre les tissus plus disponibles pour la greffe. Écoutez, c'est un entretien rafraîchissant, parfois dans toute cette morosité parfois qu'on l'on vit à tous les jours. Donc, Étienne, merci beaucoup. Puis, longue vie à Emma Québec. Puis, je vous souhaite une bonne semaine nationale du don d'organes et de tissus. Dr. Gagné, merci. Ça fait un plaisir. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.